Donc pour ma part, Enzo Bourri, je suis responsable de développement pour le cabinet Goodwill Management, qui est un cabinet qui travaille sur tous ces sujets de RSE, développement durable, transition. Et donc Armel m'a demandé d'intervenir aussi plutôt pour apporter du contenu. Ce que je vous propose, c'est qu'il y ait un tout petit peu de descendant de ma part, peut-être pendant 40-45 minutes, et qu'on puisse avoir surtout ensuite un temps d'échange, parce que je ne doute pas que ce soit aussi un sujet sur lequel il y ait beaucoup de questions. Donc si ça vous va, on peut procéder comme ça. Alors je suis désolé, je pensais que l'écran allait être juste un peu plus grand. Je pense que vous avez une très bonne vue, mais peut-être pas suffisante pour pouvoir lire les slides. C'est un support que je pourrais vous mettre à disposition après l'échange. Comme ça, vous pourrez repartir aussi avec ce contenu-là. Donc peut-être si on peut juste passer en quelques mots. Donc Goodwill Management, un cabinet de conseil spécialisé en RSE, développement durable, qui a été créé en 2003, notamment par Alan Fustek, qui est également le fondateur et l'actuel président de l'agence Lucie, sur le label Lucie 26000 et également sur le label numérique responsable. Alan Fustek a vendu Goodwill Management à l'entreprise Baker Tilly, qui est un groupe d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui est présent plutôt sur le Grand Ouest. Et donc Goodwill Management est une des marques commerciales du groupe Baker Tilly pour porter toutes ces expertises-là. Donc Alan est toujours avec nous, il travaillera avec nous jusqu'en 2025 sur ces sujets-là. On est alors plus tout à fait 35 aujourd'hui, on est plutôt 40-42. On sera à peu près 45-50 en août prochain, qui montre aussi avoir, alors d'une, la prise de conscience sur le sujet qui est bien à l'œuvre, et qui semblerait qu'on passe de l'intention à peut-être un peu plus à l'action, est lié aux besoins des entreprises de se structurer sur ce sujet-là. Peut-être si on peut juste passer. Qu'est-ce qu'on fait chez Goodwill ? On fait beaucoup de mesures d'impact, c'est ce qui nous a rapproché avec Baker Tilly, qui est plutôt expert comptable. On fait beaucoup de calculs aussi chez nous, notamment pour accompagner les entreprises sur des bilans objectifs de leurs impacts. Donc on fait de la comptabilité environnementale, on fait de la triple comptabilité ou de la comptabilité triple capital, peut-être que certains en ont entendu parler. En tout cas, on travaille avec les entreprises pour mesurer finalement quels sont leurs impacts d'un point de vue économique, social et environnemental, et notamment qu'ils soient positifs ou négatifs sur ces trois volets-là. Donc ça permet ensuite donc déjà d'éclairer les entreprises sur leurs enjeux, et ça permet ensuite de travailler sur tout ce qui va être stratégie, plan d'action. Sur la RSE, on travaille les entreprises du diagnostic jusqu'au plan d'action, et notamment tous les sujets de la CSRD et du reporting de durabilité qui va arriver aussi avec cette réglementation-là. Tous les sujets carbone-climat, sensibilisation par des fresques, bilan d'émissions de gaz à effet de serre, bilan carbone, stratégie bas carbone, trajectoire de réduction. Tout ce qui va être économie circulaire, gestion des déchets et implémentation des low-tech en entreprise. Donc ça, c'est un sujet qu'on commence à développer chez nous. Notre premier client est encore l'ADEME, parce que c'est des sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le sujet des low-tech. Les sujets du numérique responsable. Et puis ça, c'est une particularité chez Goodwill qui est liée notamment à l'expertise d'Alan sur l'évaluation du capital immatériel des entreprises, notamment dans des cas de cession, transactions d'entreprises. Donc comment est-ce qu'on valorise une entreprise peut-être autrement que par sa simple valeur comptable. Et donc ça, c'est des sujets qu'on a un peu plus en lien avec Baker Tilly, notamment de par leur métier financier sur des cas de cession, transactions d'entreprises. Donc tout ça, c'est porté par la marque Goodwill Management. Et on a également des activités en matière d'audit qui sont portées par la marque Baker Tilly. On est auditeur du label Lucie 26000, auditeur du label numérique responsable, auditeur du label Bretagne 26000, qui aurait pu s'appeler Lucie en Bretagne, mais qui s'appelle Bretagne 26000, qui est un label qui a été développé pour le compte de Produits en Bretagne et de la région Bretagne, pour embarquer les entreprises du territoire dans une démarche de responsabilité sociétale. On fait partie des 2 premiers cabinets accrédités en tant qu'organisme tiers indépendant auprès des sociétés à mission dans le cadre de la dernière loi Pacte. Et on accompagne aussi et on fait de l'audit auprès des entreprises sur leur déclaration de performance extra-financière, donc futur CSRD, futur rapport de durabilité, tout ce qui est en train d'arriver. Et donc pour ma part, je suis aussi responsable de la commission RSE de Produits en Bretagne, avec ce gros rôle qui est de travailler sur l'embarquement des 480 adhérents du réseau vers des démarches de RSE, des démarches de développement durable qui sont réelles, sérieuses, ambitieuses, avec cette volonté-là de contribuer aussi pour le territoire. Et donc je suis breton, donc ça allait aussi dans la même lignée pour moi. Quelques-unes de nos références globalement, et peut-être juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accompagne tout type d'acteurs, acteurs publics,
entreprises, acteurs de l'ESS, associations de toute taille, de la TTPE aux grands groupes, en passant par les PME ETI, et puis également dans tous les secteurs d'activité. Et donc on fait partie effectivement du groupe Baker Tilly, près de 2000 personnes aujourd'hui réparties dans une 60aine de bureaux, historiquement sur le nord-ouest de la France, et avec des implantations un peu différentes pour commencer à mailler le territoire national. Donc ce que je vous propose pour ce matin, c'est peut-être de refaire un rapide panorama des enjeux, notamment des enjeux sociaux, environnementaux, essayer de traduire aussi toutes les pressions qui sont exercées aujourd'hui sur les entreprises. Alors Armel m'avait demandé de faire un focus sur la CSRD, qui est plutôt l'aspect réglementaire, mais ce qu'on voit aujourd'hui en fait, c'est que a priori, c'est pas tant la réglementation qui va faire accélérer la transition dans les entreprises. Il y a d'autres facteurs, notamment liés à l'attractivité des entreprises, liés aussi à des évolutions au niveau des attentes des clients, qui fait que c'est plutôt le marché qui va imposer aux entreprises d'accélérer sur cette transition que la réglementation en tant que telle. Donc je vous ferai voir un peu tout le cocktail des pressions qui s'appliquent aujourd'hui aux entreprises, et sur la partie plus réglementaire, je ferai du coup un gros détail sur la fameuse CSRD. Donc je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais quand on en a entendu parler, on se rend compte en tout cas que on va changer de paradigme en matière de reporting, et que même les entreprises qui aujourd'hui étaient habituées à faire du reporting en matière de RSE sont pas encore tout à fait à la hauteur des attendus de cette fameuse CSRD. Elle va s'appliquer en 2025, donc aujourd'hui on a encore la chance d'être plutôt dans la logique de pouvoir anticiper aussi le sujet, et que les entreprises puissent se préparer sur ces sujets-là. Et après, donc, je ne connais pas toutes vos entreprises, mais probablement il y a aussi plein de choses qui sont déjà mises en place sur ces sujets-là. Et ça sera peut-être le moment d'y revenir sur le temps d'échange. Donc les enjeux sont de taille. Alors je ne suis pas climatologue moi, et je n'aurai pas 20 000 graphiques dans ma présentation. Mon métier, c'est plutôt de rendre ces sujets-là opérationnels aux entreprises. Peut-être petit focus sur le défi du changement climatique, qui est un des défis du siècle, ou en tout cas identifié comme tel, qui n'est pas le seul. On n'aurait pas de changement climatique, on aurait quand même un sujet à résoudre. Mais sur le changement climatique, donc le graphique, il illustre la hausse des émissions de gaz à effet de serre depuis l'ère pré-industrielle, globalement depuis qu'on a découvert le haut potentiel des énergies fossiles. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on soit sur une sorte de sommet de crête avec plusieurs scénarios devant nous, plusieurs trajectoires. A priori, aujourd'hui, si on ne fait pas grand-chose, on est plutôt sur une trajectoire à plus 4-5 degrés d'ici la fin du siècle, donc à horizon 2100. Aujourd'hui, on a déjà réchauffé la planète à l'échelle planétaire de 1,1 degré. Et donc le scénario pessimiste aujourd'hui, anticipé notamment par le GIEC et donc par les scientifiques sur le sujet, est un scénario à plus 4-5 degrés. Plus 4-5 degrés, souvent on me demande ce que ça change. En fait, la meilleure image qu'on puisse avoir sur le changement climatique, c'est comme si on imaginait notre température corporelle à 42, et 42 pendant, enfin tout le temps quoi, et qu'on devait vivre avec une température corporelle à 42. Donc c'est pas juste ah tiens j'ai un peu plus chaud dans la journée, c'est comment mon corps réagit dans cette situation à plus 42 à 42 degrés. Ben, c'est exactement la même logique pour le système climatique et pour les écosystèmes dans ces conditions-là. Ce qui est remis en cause, c'est pas tant l'élévation des températures, c'est plutôt la rapidité du changement climatique, et notamment qui met en cause notre capacité à s'adapter. On a déjà eu du plus 4-5 degrés de variation sur l'échelle de la Terre, mais ça s'est fait en plus de 20 000 ans. Aujourd'hui, on est en train de l'accomplir en 3 siècles. Et donc, ce qui est vraiment remis en cause aussi, c'est notre capacité d'adaptation sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le scénario qui est considéré comme optimiste, alors il n'est pas sans conséquences, mais considéré comme optimiste, c'est le scénario à plus 1,5-2 degrés d'ici la fin du siècle, celui dont on commence vraiment à entendre parler. Pour y arriver, ce que ça implique, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone à l'échelle planétaire en 2050. Et pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, ça demande de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, soit environ de 6-7% tous les ans à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2030. Alors même qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à ralentir les émissions, on est toujours en hausse des émissions de gaz à effet de serre. 6-7%, on a réussi à le faire 3 fois depuis les années 1850. En 1932, revers de la crise de 29.
1945 avec la capitulation notamment de l'Allemagne et du Japon qui étaient beaucoup au charbon, et 2020 avec le Covid. Donc en plus 3 années pas souhaitables, en tout cas je pense 3 années dans lesquelles on n'a pas forcément envie de se projeter, mais qui illustrent en tout cas le gap à faire pour réussir à accomplir ça, sachant que plus de degrés c'est déjà pas un scénario sans conséquences, et je pense que on est nombreux à avoir pu toucher du doigt ce qui s'est passé cet été. J'étais avec Dinan Agglomération il y a 2 semaines. Ils sont passés à 2 semaines de ne plus avoir d'eau dans le robinet, quoi. Donc c'est plus forcément à l'autre bout du monde, c'est à Dinan. Voilà ce qui s'est passé par exemple. Et je crois que c'était. Alors j'ai pas vu beaucoup la Loire cet été, mais il y avait quelques sujets aussi. Et à Dinan par exemple, aujourd'hui avec les pluies qui sont tombées, les nappes phréatiques n'ont toujours pas commencé à se remplir, quoi. Donc ça veut dire que si on a un hiver doux dans lequel on a des faibles précipitations, et ben c'est rebelote, on repart pour exactement le même sujet l'année prochaine. Donc voilà, c'est des scénarios qui sont pas sans conséquences. À aujourd'hui, peut-être pour savoir où on en est et au sortir de la dernière COP, si on prend la somme des engagements de tous les États dans le cadre de la dernière COP, on est sur un scénario à plus 2,4 degrés. Mais c'est quand on prend la somme des engagements, je ne parle pas de la somme des actions qui sont mises en place, c'est vraiment la somme des engagements. Donc il faut que toutes les planètes soient ensuite alignées pour mettre en œuvre et dire et faire ce qu'on a dit qu'on allait faire déjà en 2015 lors des accords de Paris. Donc plus de 2,4 degrés, on voit qu'on n'y est toujours pas. Donc voilà, c'est pas la partie la plus fun de la présentation, mais l'idée c'est de souvent avant de traiter même des solutions, on n'est déjà pas tous d'accord sur le problème et sur la compréhension du problème. Et donc on me dit souvent, ah, mais Enzo, ça on en a déjà entendu parler, des défis du changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde parle de transition écologique, elle n'a clairement pas démarré. Ça fait 20 ans qu'on parle de développement durable. Ça fait 20 ans qu'on parle de transition écologique, ça n'a pas démarré à aujourd'hui. On commence à avoir des signaux comme quoi on pourrait être en train de prendre un virage, mais du point de vue des chiffres, on est toujours en pleine augmentation des pressions environnementales. Ici, ça illustre, alors j'avais pas que un graphique, ça illustre l'empreinte carbone en France et notamment qui tient compte des émissions importées. Parce que souvent on dit, ah oui, la France c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais notamment lié au fait qu'on a délocalisé une bonne partie de nos activités et donc aussi exporté une grosse partie de nos émissions de gaz à effet de serre et donc par la même occasion exporter la responsabilité de la France sur ces sujets-là. Si on tient compte de l'empreinte carbone, donc ramener à un Français, en fait ce qu'on voit c'est que si on tient compte des émissions importées, la France ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre comme on pourrait des fois en entendre parler. Donc voilà, peut-être juste là-dessus. Le défi du changement climatique donc n'est pas le seul enjeu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des limites planétaires, si tout le monde en a entendu parler. Donc ça a été travaillé par le Stockholm Resilience Center, qui regroupe un certain nombre de scientifiques qui ont modélisé à l'échelle planétaire des seuils à ne pas dépasser, des limites à ne pas dépasser, sous peine de nuire aux conditions d'habitabilité de la Terre et notamment des écosystèmes. Donc on peut voir qu'ils ont travaillé sur 9 limites. Donc on observe bien celle du changement climatique, mais on a également celle du cycle de l'eau, celle de l'acidification de l'océan, de la perte de biodiversité, par exemple tout ce qui va être introduction d'entités chimiques, notamment au niveau de tout ce qui se passe au niveau de la couche d'ozone. Donc elles sont identifiées au nombre de 9 et rien que sur l'année 2022, on en a dépassé 2 de plus. Début 2022, on avait dépassé 4 limites. Juin 2022, on en avait dépassé 6. Donc il en reste 3 sur les 9 qu'on n'a pas encore dépassés, dont 2 qu'on n'a pas encore quantifiés. Donc en fait, on ne sait pas juste si on les a dépassés ou pas. Mais c'est ça le sujet, et c'est pour dire que souvent, on a beaucoup un axe focus carbone-climat. C'est pas le seul sujet. On n'aurait pas de changement climatique, on aurait quand même un problème sur la biodiversité, notamment lié à l'artificialisation des sols, à l'emprise qu'on a sur les sols et qui cause une perte d'habitat, notamment pour la biodiversité. Biodiversité qui est pas juste de pouvoir avoir la chance d'observer quelques papillons lors de la balade du dimanche, mais plutôt tout ce que sont les services écosystémiques que rend la biodiversité et qui nous permettent aujourd'hui de vivre. C'est pas tant pour parler de financiarisation de ces sujets-là, mais on estime que la valeur du capital naturel représente 2,5 fois le PIB mondial aujourd'hui en termes de services rendus et notamment aux sociétés humaines. Donc voilà, c'est pour illustrer ces sujets-là. La petite touche d'espoir, c'est de dire que le système Terre est un système qui est résilient,
C'est pas parce qu'on a franchi une limite qu'on peut pas revenir sous le quota. Et notamment, c'est ce qui s'est passé pour la couche d'ozone. On l'avait dépassé, on a interdit un certain nombre de gaz et on a réussi à résorber ce sujet-là. Ça illustre plutôt qu'aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à contraindre nos modèles tant de production et de consommation avec ces limites planétaires. Et aujourd'hui, notamment, nous, c'est un sujet qu'on travaille chez nous, où on a réussi, parce que ces limites planétaires, c'est des quotas qui sont pensés à l'échelle mondiale. Et donc, on a réussi à les ramener par pays, par secteur d'activité et ensuite par entreprise pour pouvoir commencer à travailler avec les entreprises, non pas sur tout ce qu'ils ont déjà fait en matière de développement durable, mais ce qu'il leur reste à faire s'ils veulent vraiment faire rentrer leur modèle d'entreprise dans les limites planétaires. Et on l'a notamment travaillé sur un projet avec RTE qui nous a aussi aidé à développer la méthodologie. Ça fait 2 ans que c'était en R&D chez nous et on a réussi à le mettre au point là sur les derniers mois. Et donc c'est des nouvelles manières de travailler, au sens où on a encore peu d'entreprises aujourd'hui qui veulent vraiment voir la réalité. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui n'est vraiment soutenable ou dit à impact positif du point de vue de ça. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'inverser un peu la tendance et de travailler avec ce type d'outils-là aussi pour permettre aux entreprises de pouvoir piloter leurs impacts. Ça, c'est une autre illustration de ce que j'ai pu dire juste avant. Et c'est peut-être un indicateur plus simple à comprendre sur le fait que la transition écologique n'est toujours pas démarrée. C'est le jour du dépassement, qui est le jour à partir duquel on consomme toutes les ressources que la Terre peut nous offrir sur un an. Et donc, on voit qu'il est de plus en plus tôt chaque année. On a eu un tout petit peu de répit avec le Covid. Je crois que on se parle de 3 semaines de répit. Mais donc au niveau mondial, si on prend une tendance de référence, on était plutôt fin juillet. Donc ça veut dire que fin juillet, on a consommé tout ce que la Terre pouvait nous offrir en un an. Et en France, on est au 5 mai. Donc ça veut dire qu'à partir du 5 mai, on vit à crédit, et notamment sur les stocks de ressources, etc., etc. Et souvent on me dit que je parle que des enjeux environnementaux, c'est pas les seuls. Il y a aussi quelques enjeux sociaux et on voit bien l'imbrication de tout ça. J'ai pas fait une liste exhaustive des enjeux économiques, mais il y a quand même forcément des interdépendances entre tous ces sujets-là. On était à près de 8 millions de Français qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté avant Covid, on est passé à 10 millions. Après Covid, j'ai pas les chiffres, là c'est les chiffres plutôt de fin 2021, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Sur le sujet de l'égalité, notamment de l'équité entre les hommes et les femmes, on était en 2017 à 16,8% les femmes étaient payées en moyenne 16,8% de moins que les hommes en équivalent temps plein et notamment dans le secteur privé. Le dernier chiffre que j'ai, c'est 2020 et c'est 15,8%. Donc soit on se dit dans le monde on est à 23% d'écart et donc la France est mieux que le reste dans le monde, soit on se dit il reste encore des progrès à faire. C'est toujours la manière dont on voit le sujet. Et je crois qu'il y a une statistique qui sort aussi, je crois que c'est début novembre où les femmes commencent à être bénévoles. Il y a un indicateur comme ça, mais voilà, qui illustre bien le sujet. Près de 4 millions de personnes en situation de mal logement aujourd'hui en France. Là je me réfère au rapport notamment de la Fondation Abbé Pierre. Et puis également aujourd'hui, mais je me demande s'il n'y a pas des énergéticiens dans la salle qui pourraient peut-être confirmer mon chiffre. Mais en tout cas, en 2018, près de 7 millions de personnes liées en situation de précarité énergétique. Donc c'est soit pas accès à l'énergie, soit un très fort poids dans le pouvoir d'achat des ménages lié au poste de l'énergie. Alors je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on a dû bien augmenter le chiffre, mais voilà, c'est plutôt pour illustrer aussi ces enjeux-là. Et donc souvent, moi, on me dit que je suis peut-être naïf de croire qu'on va répondre de manière altruiste à ces sujets-là. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne. L'idée, c'est que au-delà de l'argument de peut-être la contribution, notamment de nos organisations et notamment des entreprises à ces sujets-là, on voit qu'il y a beaucoup d'autres motivations aujourd'hui qui poussent les entreprises à aller dans cette transition, notamment des modèles d'affaires affectés aujourd'hui, alors avec des choses qui sont très conjoncturelles, liées au conflit en Ukraine, liées à la crise Covid qui a mis un coup d'arrêt sur les chaînes d'appro mondiales, etc., etc. Mais il y a aussi des choses qui sont plutôt aussi structurelles, notamment liées à l'énergie.
Peut-être que certains d'entre vous ont des choses à compléter sur le sujet de l'énergie. Je fais juste un petit focus juste après. Mais on peut également regarder, on est en train de se rendre compte que l'eau n'est pas une ressource totalement infinie. On est en train de se rendre compte du même sujet sur les métaux, sur les minerais. C'est aussi une des raisons de pourquoi on travaille le sujet des low-tech en entreprise, parce que globalement, on n'aura pas assez de métaux, soit pas assez d'énergie pour extraire tous les métaux, pour nous permettre d'accomplir nos fantasmes de high-tech et de full technologie partout. Et donc l'idée, c'est plutôt non pas de dire il faut arrêter la high-tech, plutôt de repenser le rapport qu'on a à la technologie et réfléchir plutôt en termes d'usage en disant aujourd'hui on n'a pas besoin de la high-tech partout et il y a beaucoup de choses qu'on peut réussir à simplifier, à rendre réparables, ce genre de choses. Et nous aujourd'hui, en tout cas, c'est la position de Goodwill Management sur ces sujets-là, c'est de dire on ne pourra pas se passer des low-tech pour vraiment amorcer cette transition. Notamment il y a des technologies plus sobres. L'exemple un peu caricatural que je prends souvent, c'est de dire on n'a pas forcément besoin d'une brosse à dents électrique qui clignote et qui m'envoie un SMS pour me dire que mes dents sont propres. Par contre, à côté de ça, je suis bien content qu'il y ait un peu de high-tech chez mon dentiste. Sinon, peut-être que j'irai un peu moins souvent que ce que j'y vais aujourd'hui. Mais c'est un peu l'idée du rapport qu'on a à la techno. Des risques de perte des clients. Nous, le plus gros des entreprises qui viennent nous voir aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont perdu un marché. C'était il y a quelques années les marchés publics. Aujourd'hui, c'est aussi les marchés privés. On voit que les acheteurs sont de mieux en mieux formés sur les sujets de transition écologique notamment. Il y a encore quelques années, c'était avez-vous mis en place une politique RSE, oui, non. Maintenant, les questions elles sont un tout petit peu plus précises. On demande des indicateurs quanti, quali, des choses chiffrées, des stratégies, quels sont vos plans d'action, comment vous prévoyez de réduire, etc., etc. Et donc bien challengé par ces sujets-là. Et même moi, par exemple, j'ai été défendre notre proposition dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres pour un CHU. Et pareil, ils m'ont passé un peu sur le grill sur ces sujets-là, alors que en plus nous c'est notre cœur de métier, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui tout le monde va y passer. Qu'on soit d'ailleurs en B2B, en B2C. Peut-être en B2C, on voit déjà des comportements de consommateurs qui sont en train d'évoluer. Souvent on dit, je crois que, alors j'ai plus l'expression exacte, mais que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, notamment peut-être beaucoup, on va dire le critère prix est encore prédominant dans la décision d'achat du consommateur, mais on voit des tendances de fond qui sont en train d'évoluer sur consommer plus local, consommer différemment, etc. Même si dans les faits, il y a encore beaucoup de dissonance aujourd'hui entre les bonnes convictions et l'acte d'achat derrière. Et ça ne concerne pas que les grosses entreprises. D'ailleurs, je pense notamment à tous les PME qui sont sous-traitants de grands donneurs d'ordre, qui eux-mêmes sont soumis à un certain nombre de réglementations sur la RSE, doivent témoigner de ce qui se passe aussi dans leur chaîne de valeur et donc en amont chez leurs fournisseurs, chez leurs sous-traitants, qui leur redescendent des questionnaires, des audits. Je travaille pour une boîte industrielle dans l'agroalimentaire en Bretagne l'année dernière. Ils sont 50 personnes dans l'entreprise. Et ils sont sous-traitants notamment de Picard qui leur a redescendu un auditeur. Donc c'était plus même un questionnaire avec du déclaratif, etc. C'est vraiment, ils amènent un auditeur pour aller voir ce qui se passe dans leur chaîne de valeur. Et ça aujourd'hui, les PME elles sont pas prêtes du tout parce qu'elles n'ont pas été habituées à formaliser déjà un certain nombre de choses sur ces sujets-là, etc. Donc on travaille aussi beaucoup avec les PME dans le cadre notamment de perte d'appel d'offres, de perte de marché. Un risque de ne plus se faire financer, celui-là, je l'exagère un tout petit peu à aujourd'hui, mais à peine pour dans 2-3 ans. Et notamment, c'est en lien aussi avec la CSRD dont on parlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la réglementation est faite notamment pour driver tous les investissements dans les secteurs dits soutenables du point de vue de la transition. Et j'étais encore il y a quelques temps avec la BNP qui aujourd'hui, par exemple, est en train de scanner tous ses clients par code NAF. C'est assez binaire. Hein. C'est êtes-vous souhaitable du point de vue de la transition, oui ou non? Il n'y a pas trop d'entre-deux. Et de savoir quels sont les secteurs desquels ils vont devoir sortir si jamais il n'y a pas de plan de progrès associé ou de volonté de faire évoluer son modèle. Et ça va tant pour le garage du coin que la PME industrielle, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui avancent très très vite et dont finalement peu d'entreprises sont encore conscientes ou commencent encore à percevoir cette réalité-là. Et donc l'idée, c'est aussi de l'anticiper pour des entreprises et de se mettre en ordre de marche.
Des risques de ne plus recruter. Je pense que le sujet du recrutement est partagé par toutes les entreprises aujourd'hui. Comment on rend les entreprises attractives? Donc l'idée, c'est aussi que la mise en place d'une démarche réelle et sérieuse sur ces sujets-là a de bonnes conséquences de peut-être donner envie, au-delà peut-être du simple rôle d'agent économique de l'entreprise, peut-être de pouvoir proposer aussi un projet qui est peut-être un peu plus large, et notamment à ces équipes. Alors là-dessus, c'est peut-être encore un luxe au sens où c'est peut-être encore un luxe de pouvoir choisir son métier pour une certaine partie, notamment de la population, des étudiants. Tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir choisir son métier, mais en tout cas aujourd'hui, ceux qui ont peut-être un peu plus le choix vont pouvoir aussi intégrer ce genre de critères. Une réglementation qui change, j'en parle juste après. Peut-être tout petit focus sur la loi Pacte, et notamment pas forcément... Est-ce que tout le monde a entendu parler des entreprises à mission? En fait, la loi Pacte a amené plusieurs choses. La première chose, et qui concerne toutes les entreprises, on a eu une modification du code civil. Donc auparavant, une entreprise devait être gérée donc, dans son objet social, dans le but des actionnaires d'en partager un bénéfice. C'est toujours le cas, mais a été rajoutée la mention en prenant en considération ses impacts sociaux et environnementaux. Et ce qui rend aussi les entreprises opposables sur leurs impacts et les place dans une logique aussi de devoir rendre des comptes sur ces sujets-là. Ça concerne toutes les entreprises, toutes les tailles, tous les secteurs d'activité. Je ne sais pas dire depuis combien de temps le code civil, ou en tout cas la définition d'une société dans le code civil n'avait pas évolué. Mais en tout cas, ça a été un des grands changements par la loi Pacte. Pour les entreprises peut-être un peu plus engagées, la possibilité de se doter d'une raison d'être, donc de définir la raison d'être de l'entreprise et de l'inscrire dans ses statuts, qui à ce stade-là n'engage pas tellement l'entreprise, mais c'est une possibilité qui leur a été proposée. Et peut-être pour les plus pionnières d'entre elles, c'est la possibilité de devenir entreprise à mission. Donc en fait, c'est pas un statut juridique en tant que tel, c'est une qualité juridique. On devient une SAS à mission, on devient une SARL à mission, on devient une SA à mission. Et donc là, l'entreprise définit sa raison d'être, définit des objectifs et des engagements d'un point de vue social, environnemental, les inscrit dans ses statuts et audité par un organisme tiers indépendant tous les 2 ans ou tous les 3 ans en fonction de la taille de son entreprise. On en a aujourd'hui à peu près 800 des sociétés à mission en France. Alors on est plutôt sur une courbe exponentielle, c'est facile quand on part de zéro, mais c'est plutôt pour dire que c'est un sujet qui est en train de monter. Alors on a des cas emblématiques avec la Maïf, la Camif, qui prennent beaucoup position sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on le voit un peu moins, mais 80% des sociétés à mission sont des TPE, PME, qui prennent ce sujet-là peut-être de manière plus intuitive que la RSE, qui est souvent vue comme l'usine à gaz de formalisme du sujet, etc. Là où la société à mission permet peut-être plus de choisir un peu ses combats, plutôt que de vouloir essayer d'être bon partout et de travailler tous les sujets en même temps. Redonner du sens, des fois on me dit que c'est peut-être le premier argument. Je laisse souvent juger de ça. On passe 80 millions de sa vie au travail. Donc je pense savoir aussi pourquoi on se lève le matin, c'est intéressant. Et puis l'argument dont tout le monde a entendu parler aujourd'hui, pour lequel je voudrais faire une étude de France Stratégie sur l'observation de corrélation entre performance financière des entreprises et engagement en matière de RSE. Notamment, l'étude avait été menée sur un panel de PME. Donc voilà, je le promets pas à mes clients quand on travaille avec eux, ce 13% de plus, mais c'est plutôt l'idée de démontrer qu'il est aussi rentable pour les entreprises aujourd'hui d'aller dans ces démarches-là, parce que la RSE, c'est pas forcément faire des choses en plus, c'est faire les choses autrement. C'est-à-dire que j'achète autrement, je communique autrement, je vends autrement, j'ai un modèle d'affaires qui est différent et un modèle économique qui est différent. Et donc c'est pour ça qu'on me dit c'est des choses en plus à mettre en place. Non, en fait l'idée c'est plutôt de trouver des alternatives. Par exemple sur la partie achat, si j'ai besoin d'un achat déjà, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, non. Si oui, quelle est l'alternative et comment je peux faire différer mon sourcing, mon approvisionnement, etc., etc. Donc voilà sur ce sujet-là, mais je pense que c'est des arguments que vous devez déjà connaître par cœur. Peut-être plus petit focus sur les modèles d'affaires affectés. Donc on est en train de se rendre compte que les ressources sont limitées. Notamment, on parle beaucoup de transition écologique, de transition énergétique. Toute la première partie de l'exposé laissait croire que le choix nous appartenait d'aller dans cette transition écologique, dans cette transition énergétique,
A priori, la question, c'est plutôt elle va plutôt se passer. La question, c'est plutôt est-ce qu'on veut la subir ou pas, cette transition. Et notamment, et là, ce graphique-là illustre notre niveau de dépendance aux énergies fossiles, qui a eu beaucoup de vertus parce qu'il nous a permis de développer nos sociétés et de nous permettre probablement d'être là aujourd'hui pour échanger, mais qui a en gros une très très grosse responsabilité notamment dans le changement climatique. Si on regarde le mix énergétique, alors les chiffres que j'ai là datent de 2011, mais il n'a pas globalement évolué parce qu'en plus à chaque fois qu'on a une nouvelle source de production d'énergie, elle vient plutôt s'additionner aux autres que être une alternative aux énergies existantes aujourd'hui. Alors il se pourrait que sur le pétrole, on ait passé un pic, notamment sur le pétrole conventionnel en 2008, qu'on passe un pic sur le gaz en 2030. Le charbon, globalement, je pense qu'il en reste suffisamment sur Terre pour complètement dérégler le climat, mais ça serait souhaitable d'en laisser un tout petit peu sous terre. Et c'est à peu près le même sujet sur les métaux. J'ai pas détaillé le nombre d'années, mais on trouve aujourd'hui des choses très documentées, notamment produites par l'ADEME, également par le CESE, sur les stocks disponibles sur l'ensemble des métaux, et qui montrent avoir aussi les dépendances de nos modèles sur ces sujets-là. Je pense notamment par exemple au cuivre, c'est le cas de l'or, c'est le cas de l'argent. Donc voilà, c'est autant d'éléments qui viennent perturber aussi les modèles d'affaires, qui a priori rendent aussi le monde un tout petit peu plus complexe que ce qu'on a connu avant, et qui va demander aux entreprises de réussir aussi à naviguer avec ces contraintes-là, chose qu'on avait peut-être pas avant. On a mené une petite étude sur l'idée, c'est de juste en quelques temps là de vous faire part de vous faire part peut-être du niveau de maturité des PME aujourd'hui sur la RSE. Donc les PME, on n'aura pas de transition sans les PME en tout cas, parce qu'elles représentent notamment 50%, pratiquement 50% de la valeur ajoutée de l'emploi aujourd'hui en France. Que globalement, il va y avoir de faibles contraintes réglementaires sur les PME dans les années à venir. J'en dirai un peu plus tout à l'heure sur la CSRD, notamment sur les seuils et sur les conditions d'éligibilité à ces réglementations-là. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de risques pour les PME. Si on passe juste à la suite. Donc c'est une étude qu'on a menée auprès de 330 PME, où on leur a demandé où elles se positionnaient, ou en tout cas comment elles se positionnaient en matière de RSE. Essayer de dégager aussi des profils types d'entreprises. On voit qu'on a des entreprises familiales, par exemple, qui sont très impliquées d'un point de vue social et peut-être un petit peu plus en retard sur la partie environnementale. On voit des entreprises qui sont un peu plus dans des logiques de coopération et notamment beaucoup plus ancrées sur un territoire et qui ont plutôt l'habitude de travailler aussi en partenariat avec d'autres activités, sur des zones d'activité, sur des territoires particuliers, etc. Donc on a plusieurs profils d'entreprises qui se dégagent, qui n'ont pas tous les mêmes enjeux forcément face à ça. Et on s'est posé la question aussi des leviers à actionner, notamment pour embarquer peut-être un peu plus massivement les PME sur ces sujets-là. Alors elles ont le bac en termes de niveau de maturité, parce qu'elles ont un 10 sur 20. Et ce que je disais tout à l'heure, plus matures sur les sujets sociaux, et qu'aujourd'hui elles doivent accélérer sur la partie environnementale. C'est classique, notamment lié aussi à la prise de conscience. Je pense qu'il y a eu vraiment un tournant il y a 2-3 ans. En tout cas, je suis content de faire mon métier aujourd'hui, plutôt que même il y a 2-3 ans encore, parce que on était un peu vus comme des extraterrestres il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas, mais ça évolue quand même, plus rapidement. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, et c'est ce qui, en tout cas, moi, m'aide à me lever tous les matins, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui ont et sont en train de dépasser le stade de la bonne intention de contribuer à cette transition, mais vraiment de réfléchir de manière plus profonde sur leur modèle aussi, et avancer sur le sujet. 4 facteurs clés de succès aujourd'hui pour embarquer les PME, de la formation, notamment parce qu'aujourd'hui, on a souvent une mauvaise appréciation des ordres de grandeur de là où sont les impacts. Je vais donner un exemple classique sur l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est pas forcément Goodwill Management, mais plutôt Baker Tilly. Avant que je suis arrivé, en fait, je suis rentré en entreprise pour m'occuper de la RSE en interne au niveau de Baker Tilly. Et en fait, assez vite, ce qui m'intéressait, moi, c'était plutôt d'accompagner nos 30 000 clients sur ces sujets-là,
Et c'était le même temps dans lequel on se rapprochait de Goodwill, et donc je suis allé travailler avec Goodwill. Mais quand je suis arrivé pour la RSE en interne, quand j'ai vu l'énergie qui était déployée sur le sujet de nos déchets, alors que ça représente 1% des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, si on se concentre sur le carbone, alors que nos déplacements représentent 50%, il y a un moment, il faut aussi choisir ses combats. Et peut-être si on a 2-3 actions à mettre en place, quelles sont-elles, plutôt que d'avoir plein d'actions que je qualifie de coin de table, et qui permettent pas de réduire massivement, en tout cas, les enjeux. Et souvent, en fait, c'est parce qu'on a des idées préconçues, on a des préjugés, j'ai entendu dire que, et il y a un peu à boire et à manger sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est notamment, de manière peut-être chiffrée, de pouvoir faire des bilans auprès des entreprises pour pouvoir vraiment les aider à prioriser. Et puis également de la formation, parce que globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas faire des choses en plus, c'est acheter différemment. Donc c'est comment on forme les acheteurs aussi sur ces sujets-là. C'est quoi les nouveaux critères de sourcing, c'est quoi les nouveaux critères de sélection des fournisseurs, ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir former les entreprises à ces sujets-là. On voit que la transition écologique est une des priorités aussi des OPCO dans les financements qui vont attribuer sur notamment les budgets de formation des entreprises. Aujourd'hui, tous les sujets sont en train d'être redirigés aussi, alors pas sur la RSE au sens large, au sens où on peut l'entendre, mais vraiment sur les sujets de transition écologique. Des outils simples pour mesurer, pas des usines à gaz, parce que les PME sont souvent allergiques des normes ISO, et des usines à gaz sur tableur Excel. Mais voilà, des outils simples pour pouvoir aussi prioriser du collectif, parce que je pense que bien malin celui qui a la solution tout seul dans son coin, et qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont se traiter avec beaucoup plus de coopération, notamment sur des territoires. C'est aussi toute la logique de l'économie circulaire, c'est comment les déchets de certaines activités peuvent aussi devenir les ressources de d'autres activités. Donc ça va passer aussi par peut-être un peu plus de collectif, et puis des aides financières, certes. Et aujourd'hui, il y en a aujourd'hui. La BPI est annoncée comme la banque du climat, avec un certain nombre d'aides aussi à la clé. C'est le cas de l'ADEME, c'est le cas des régions. Je vois un des trucs dont personne n'est au courant, mais par exemple, que ce soit la région Bretagne ou la région Pays de la Loire, finance entre 25 et 40% des honoraires de conseil sur tous les sujets de transition écologique. Aujourd'hui, pour une PME, de pouvoir avoir ce type de budget-là, par exemple, ça leur permet aussi de pouvoir mettre le pied à l'étrier là-dessus. Des aides donc financières, certes, des aides humaines aussi, ça veut dire des besoins de compétences aujourd'hui. Donc, peut-être merci l'IET de contribuer aussi à former aussi les profils qui demain vont rentrer en entreprise sur ces sujets-là. Voilà, c'était un petit focus sur une étude qu'on a menée sur... l'étude faisait 50 pages, donc je vous ai épargné les 50 pages, mais... peut-être maintenant place à la fameuse CSRD. Est-ce que tout le monde en a entendu parler? Est-ce que peut-être certains savent déjà qu'ils sont éligibles à cette nouvelle réglementation? Je dirais plutôt à ce corpus réglementaire, parce qu'il fait quelques milliers de pages. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ok. On a encore de la chance, parce qu'il reste 3 ans pour se préparer. Là-dessus, et peut-être pour faire un tout petit état des lieux, donc c'est une directive européenne qui a été travaillée par la Commission européenne. Donc elle a été votée en juin dernier par la Commission européenne, et elle a jusqu'en janvier 2023 pour être transposée dans les différents droits nationaux. Donc en France, elle doit être transposée dans le droit français à partir de juin 2023. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, il existe encore quelques inconnus, quelques zones de flou, même si plus de 80% du contenu est acté aujourd'hui, et c'est ce vers quoi on se dirige. Tout part notamment des accords de Paris, qui ont notamment réuni un certain nombre de pays pour se mettre en ordre de marche, pour réussir à maintenir le changement climatique sous la barre des 1,5 degrés, 2 degrés d'ici la fin du siècle. L'accord de Paris également, et peut-être pour revenir juste dessus, a permis, ou en tout cas a permis d'adresser le sujet peut-être de manière internationale, avec tous les enjeux, notamment géopolitiques, qui peuvent exister aussi autour de ce sujet-là. Et donc tout ça a donné peut-être au fil de l'eau naissance notamment à ce qu'on appelle le fameux Green Deal, ou le pacte vert européen, en 2019, des objectifs très ambitieux. Jusque-là, on était à un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'Europe. Ils ont rehaussé leurs ambitions, notamment à 55%, et ils sont en train là de demander à tous les États
de produire leur stratégie nationale pour atteindre ces 55%. Donc je ne sais pas si certains ont entendu parler de la SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone de la France. Stratégie d'ailleurs pour laquelle on a loupé de loin le premier budget carbone qu'on avait pour la France. Et ben là, elle est en train d'être revue pour non plus être alignée sur les 40%, mais sur les 55%. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui sont en train de se passer de ce point de vue-là en ce moment. L'objectif également, alors je ne sais pas si c'est culturel ou pas, mais d'être en tout cas le premier continent aussi sur atteindre la neutralité à l'échelle du territoire. Donc voilà, peut-être juste en contexte préambule, et ce qui donne naissance aussi à la fameuse CSRD. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un package qui arrive sur la finance durable, qui est composé d'un certain nombre de textes. La directive CSRD, dont vous m'entendez parler depuis tout à l'heure, qui est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors, je suis pas très bon en anglais, mais j'ai appris à le dire celui-là. Celui-là, il concerne tout le reporting des entreprises en matière de durabilité. On a le règlement SFDR. Celui-là, il concerne plutôt toutes les activités d'investissement et de banque. Et notamment, les banques vont devoir déclarer la part de leurs encours et de leurs investissements qui sont considérés comme souhaitables du point de vue de la transition. Et on a également la taxonomie, et je vais y revenir bien entendu juste après, la taxonomie qui fait le lien entre les deux et qui fait se parler les obligations des banques en matière d'investissement et là où en sont les entreprises d'un point de vue de durabilité. L'objectif de cette CSRD, c'est de donner de l'information aux investisseurs, notamment pour pouvoir derrière éclairer des choix de décision et également, mais c'est pas le premier motif, de pouvoir donner aussi de l'information à d'autres parties prenantes qui peuvent être vos clients, la société civile, des acteurs publics, etc. Donc peut-être, juste si on revient juste sur celle d'avant, les trois objectifs, donc réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, intégrer systématiquement la durabilité dans la gestion des risques, notamment parce que on est en train de se rendre compte qu'on a peut-être plus de risques même que d'opportunités liées à tous ces enjeux-là. Et donc c'est comment aussi on travaille sur, si j'ose ce mot-là, la résilience en tout cas de nos activités. Notamment, on a beaucoup regardé jusque-là comment une entreprise a impacté le changement climatique et moins comment le changement climatique allait impacter le compte de résultat de l'entreprise. Alors que c'est vrai dans les deux sens, c'est cette notion de double matérialité qui est un concept phare de cette CSRD. Et favoriser la transparence et le long terme. Ce qui est assez particulier avec ces textes-là, c'est que il n'y a pas une obligation de faire pour les entreprises, il y a plutôt une obligation de dire. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui va changer. Les entreprises vont devoir dire où elles en sont sur les sujets. Alors, indirectement, pas une obligation de faire, si ce n'est qu'on va avoir quand même un peu de pression, notamment de pression du marché, des éléments de comparaison aussi entre les entreprises. Et donc, la Commission européenne mise sur plutôt des leviers de marché pour activer l'action des entreprises sur ces sujets-là parce qu'ils disposeront d'une bonne information transparente, claire, complète. Donc ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas le lire de là où vous êtes, je pense. Mais je vous enverrai vraiment le support. Peut-être pour résumer ce que j'ai dit juste avant. Donc, les entreprises vont devoir publier ce fameux rapport de durabilité. C'est le nom qu'il va avoir très probablement, c'est pas acté encore, mais en France. Donc, on parle plus de rapport extra-financier. On parle bien de rapport de durabilité et qui a vocation à vraiment lier les éléments extra-financiers avec les éléments financiers et les articuler. Cette info, elle va être destinée plutôt aux investisseurs, également aux autres parties prenantes de l'entreprise, qui elles-mêmes sont soumises à cette fameuse SFDR, qui est de déclarer la part notamment de leurs encours dans les secteurs dits souhaitables du point de vue de la transition. Et ces secteurs dits souhaitables, c'est ce qu'on appelle la taxonomie verte, qui est en fait une classification de secteurs d'activité que je vais détailler juste un tout petit peu après. Hop. Donc l'objectif de la CSRD, construire un cadre structurant et exigeant pour le reporting de durabilité de tous les pays de l'Union européenne. Permettre une meilleure comparaison entre les entreprises. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec l'exercice de la déclaration de performance extra-financière qui existe aujourd'hui en France, qui, on va dire, est ce qui est le plus avancé aujourd'hui en matière de reporting. En fait, à ce jour, dans ce format-là, les entreprises racontaient ce qu'elles voulaient. Elles n'avaient pas d'obligation elles n'avaient pas un cadre hyper exigeant. On disait, bon,
dites-nous quels sont les enjeux qui sont matériels pour vous en fonction de votre secteur d'activité, et en fonction de ça, dites-nous un peu quels sont les risques et où vous en êtes, quelles sont les politiques, plans d'action, etc. Mais j'ai vu des entreprises, par exemple, industrielles, vanter d'un challenge sur le recyclage des capsules de café dans sa DPEF. C'était une boîte industrielle qui utilisait beaucoup de plastique. Là, il y avait une mauvaise appréciation, en tout cas de la matérialité de l'enjeu, ce qui était possible avec la DPEF, ce qui ne sera plus possible avec la CSRD. Donc peut-être, pour résumer, l'idée c'est que j'ai pas forcément envie de vous lire mes slides à voix haute. Donc on parle plutôt de rapport de durabilité. On a un périmètre d'application qui est élargi, notamment parce qu'on a des abaissements de seuil à partir de 2026, donc qui sera l'année de reporting sur les données d'activité 2025. Ça va concerner toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Donc aujourd'hui, on était plutôt sur les boîtes de plus de 500, hors SAS, parce qu'il y avait eu un tout petit peu de lobbying à l'époque. Aujourd'hui, les SAS rentrent dans le scope et on descend les seuils jusqu'aux entreprises de plus de 250 salariés. Ça va être la réglementation, et après, par capillarité, ça va redescendre sur les plus petites entreprises qui sont forcément un moment maillon d'une chaîne d'un secteur qui doit répondre à ces enjeux-là. Un format digital, elle devrait être publiée sur le site internet, notamment avec des mentions spécifiques qui vont permettre notamment à des bots de pouvoir traquer les données, comme sur les rapports financiers, de pouvoir faire remonter toutes les données des entreprises pour pouvoir les analyser, les comparer, etc. Donc ça va être un peu plus engageant que la DPEF d'aujourd'hui. Et donc, effectivement, elle renforce les exigences de la NFRD. La NFRD, c'est ce qui donnait lieu à la DPEF en France depuis 2014. Donc, les champs, ou peut-être un peu le calendrier de déploiement. Donc, toutes les entreprises qui sont aujourd'hui concernées par la NFRD, c'est-à-dire la DPEF aujourd'hui en France, vont devoir publier en 2025 sur exercice 2024. Ensuite, toutes les entreprises qui n'étaient pas concernées par cette DPEF, mais qui dépassent 2 des 3 seuils suivants, plus de 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions de bilan, on voit qu'il y en a quand même un certain nombre, vont devoir publier en 2026 sur activité en 2025. Ensuite, on a tous les PME cotés, entre 10 à 250 salariés, qui vont avoir quelque chose d'un peu plus allégé probablement dans les premiers temps, mais vont devoir publier en 2027 pour exercice 2026. Et ensuite, ça va être toutes les entreprises non européennes qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 150 millions de chiffre d'affaires dans l'Union européenne pendant les 2 dernières années consécutives, qui vont devoir publier en 2029 sur activité 2028. Donc voilà un peu le calendrier. Des fois, on me demande s'il y a des chances qu'il soit modifié et qu'il soit un peu retardé. Il a déjà été retardé, et donc il est acté dans cette version-là. Donc il y a plus de changement possible de ce point de vue-là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on change un peu de paradigme en matière de reporting, et même les entreprises qui aujourd'hui étaient soumises à la DPEF ne sont pas encore prêtes à la CSRD. Et aujourd'hui, notamment, on travaille avec des grands groupes. Par exemple, on travaille avec Novartis France sur sa stratégie développement durable, mise en perspective des attendus de la CSRD. Ils ont des batteries d'informations sur ces sujets-là, mais il y a encore un gap énorme pour avoir une information complète. Ce que je vais vous dire juste après, ce qu'il va falloir remplir et qui implique un certain nombre de choses. Peut-être ça, je passe assez rapidement. J'ai mis peut-être un peu plus de slides que prévu, un peu plus de contenu plutôt pour vous l'envoyer et que vous puissiez aussi regarder ça. Mais ça traduit les changements entre DPEF, CSRD, notamment les seuils. Donc peut-être la CSRD, sur quoi elle va reposer. Donc c'est, alors j'ai plus la définition exacte en anglais de ESRS. Je pense que vous m'en voudrez pas. En tout cas, il y a 13 normes aujourd'hui qui ont été publiées notamment par l'EFRAG, qui s'occupe pour la Commission européenne de détailler tous les sujets sur lesquels l'entreprise va devoir faire du reporting. On a des choses qui vont être transverses, qui vont plutôt être liées au modèle d'affaires de l'entreprise, à sa stratégie, à son activité, etc. Et ensuite, on a des choses très spécifiques, notamment liées à l'environnement, au social et à la gouvernance. Donc là, pour le moment, jusque-là, pas de surprise. On garde bien nos trois piliers. Par contre, par exemple, si on vient regarder ce qui se passe dans l'environnement, on a comment l'entreprise contribue à l'atténuation du changement climatique, comment l'entreprise s'adapte aux conséquences du changement climatique. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore évoqué. Tout le monde parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pas de scénario
d'adaptation au changement climatique qui est déjà en marche. Donc ça, pareil, les entreprises vont devoir s'intéresser à ce sujet-là. Tout ce qui concerne la pollution, tout ce qui concerne l'eau et notamment les ressources marines en lien avec la biodiversité, là plutôt marine, tout ce qui est biodiversité, là plutôt terrestre, et ce qui va être lié plutôt à l'utilisation des ressources en tant que telles, et notamment les logiques de circularité qu'elles peuvent mettre en place dans leur modèle. Donc ça, c'est d'un point de vue environnemental. D'un point de vue social, on commence à avoir des choses peut-être dont on a un peu plus l'habitude, notamment par exemple avec des taux d'accident de travail, ce genre de choses. Mais je crois qu'en tout, c'est plus de 500 points sur lesquels il faut que les entreprises donnent des informations. Et jusque-là, on était plutôt donner des informations si vous êtes concerné par le sujet. Là, c'est la logique, c'est montrez-nous vraiment que vous n'êtes pas concerné par le sujet, qui permettrait de vous épargner du reporting à faire. Donc, il y a près de 500 points à aborder sur tous ces sujets, entre des indicateurs de performance, des choses peut-être un peu plus qualitatives, etc. Je le précise juste après. Hop, je vous fais part des éléments qui sont aujourd'hui actés, avec, si on revient juste sur celle d'après peut-être, celle d'avant, pardon, excuse-moi. Hop, là par exemple, là ils ont pour projet peut-être, plutôt que d'avoir deux normes, de les regrouper. Et donc ça, c'est des choses, vous voyez, c'était toujours en discussion à la Commission européenne le 15 novembre. Donc il y a des choses où c'est les fameux 10-15%, on attend un peu de précision encore, même si aujourd'hui on en sait déjà pas mal. Comment va devoir se structurer ce rapport? Donc effectivement, les trois sujets qui sont retenus, qui sont sans aucune surprise. Une dimension stratégie, mise en œuvre, mesure des KPI. La DPEF regardait beaucoup sur dites-nous ce qui s'est passé sur votre activité sur l'année d'avant. Là, elle va être beaucoup plus sur dis-nous ce qui va se passer dans les années à venir. Et donc, demander aux entreprises de se projeter en matière de stratégie, en matière de trajectoire aussi de réduction. Donc, ça veut dire, c'est pas j'ai réduit de 20% mes émissions de CO2 l'année dernière. C'est je suis aligné sur les accords de Paris. Je dois faire moins 50 ou moins 55%. Ça va dépendre des secteurs à horizon 2030. Voilà le plan de bataille pour y aller, et avec des objectifs notamment de moyen terme, etc. etc. 3 niveaux de reporting. Peut-être là-dessus, je sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce qu'on a plutôt les questions à la fin, ou est-ce que ça vaut le coup de poser les questions en même temps? Le sujet est technique, mais on pourrait y revenir après. Mais il y a 3 niveaux de reporting qu'il va falloir faire. Il va y avoir un tronc commun qui concerne toutes les entreprises, peu importe leur secteur d'activité. Il va y avoir une batterie d'indicateurs supplémentaires en fonction des secteurs d'activité. Et il va y avoir d'autres indicateurs qui sont plutôt spécifiques à l'entreprise, liés à son contexte. Là, on pense qu'aujourd'hui, on a tous les indicateurs là-dessus, on n'a encore rien là-dessus. Là-dessus, on pense que, à mon avis, ils vont à un moment stopper un peu parce qu'il y en a déjà pas mal juste avant. Et qui vont pas demander trop d'informations. Ce sera peut-être plutôt les entreprises qui, de manière volontaire, voudront mentionner des éléments spécifiques ou de contexte liés à leur secteur d'activité. Et tout ça en double matérialité. Je sais pas si tout le monde est familier avec le concept de matérialité en RSE, ou en tout cas c'est la même logique que plutôt d'un point de vue financier. Là, l'objectif, c'est pas juste de regarder comment l'entreprise impacte ses parties prenantes, et notamment, par exemple, l'environnement, si on reprend le même sujet, mais c'est de regarder aussi comment ce qu'ils appellent la Commission européenne des facteurs de durabilité. Les écosystèmes sont considérés comme des facteurs de durabilité, l'environnement est considéré comme un facteur de durabilité. Donc, comment ces éléments-là vont impacter l'activité de l'entreprise. Également, la CSRD demande plus que jamais, notamment de s'intéresser, non pas, si je reprends les éléments du bilan carbone, à son scope 1 et 2, mais bien de regarder toutes les activités qui se passent en amont et en aval pour vraiment raisonner chaîne de valeur et non plus entre les 4 murs de mon entité juridique. Donc ça va demander beaucoup de transferts de reporting et notamment vont y être associés aussi aux contrats de sous-traitance, au choix des fournisseurs, peut-être aussi la capacité pour les PME de pouvoir donner des informations sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que moi j'essaye, je préfère travailler avec les PME parce qu'elles ont souvent moins de ressources en interne. C'est, je pense, elles qui ont vraiment le plus besoin d'aide sur ces sujets-là pour pas se retrouver dépourvues du jour au lendemain. Donc peut-être, ça c'est ce qui concerne le périmètre, notamment. Je sais pas si je vais forcément rentrer dans le sujet là,
c'est notamment quand on a des consolidations financières. En général, c'est la même logique. Si on a conso financière, on a conso sur le rapport de durabilité. Il y a un peu des cas particuliers, typiquement la maison mère n'est pas en Europe, mais on a une filiale qui est en Europe. Qui est-ce qui fait du reporting? Si la filiale dépasse les 2 des 3 seuils, elle fait du reporting jusqu'au moment où peut-être la mère va consolider le reporting. Mais ça, je pense que c'est pas forcément hyper intéressant là tout de suite. Surtout, en fait, c'est au cas par cas et sur mesure. Donc, c'est plutôt, il faut regarder ensemble ce que ça implique pour vous en termes de périmètre de reporting, si vous êtes éligible. Et donc voilà. Donc c'est ce que voilà, si la société mère n'est pas européenne, voilà, il y a des règles de reporting qui s'appliquent. Donc la fameuse double matérialité, ce que j'accélère parce que j'avais dit 3 quarts d'heure, ça fait déjà 55 minutes. Donc effectivement, on regarde les impacts de l'entreprise sur son environnement et les impacts des facteurs externes, facteurs de durabilité sur le modèle de l'entreprise. Aujourd'hui, parce que souvent la question est posée sur ok, on y va en Europe, mais il se passe quoi dans le reste du monde? Donc il y a ce type de projet-là qui émerge aussi aux États-Unis. Peut-être le plus intéressant à regarder, c'est notamment l'IFRS qui est en train de travailler sur des normes aussi de reporting en matière de durabilité. Notamment, alors c'est travaillé par l'ISSB qui est une instance de l'IFRS. C'est Emmanuel Faber, l'ex-PDG de Danone, qui est à la tête de l'ISSB. Et son rôle, c'est de travailler sur l'harmonisation des reportings de durabilité, notamment en lien avec ce qui va se passer en Europe, en lien avec ce qui va se passer aux États-Unis, en lien avec ce qui va se passer en Asie. Et donc, il y a notamment un groupe de travail, mais qui, pour vous dire que c'est relativement récent, je crois, qui s'est réuni pour la première fois le 16 mai 2022 pour travailler un sujet aussi large. Je ne sais pas vous dire voilà comment ça va se structurer, mais en tout cas, il y a la volonté de tous les États de travailler plutôt dans une logique d'harmonisation pour éviter aux entreprises d'avoir 20 templates de reporting différents à devoir remplir sur ces sujets-là. Donc là, peut-être, c'est la liste des sujets qui sont traités d'un point de vue environnemental, social et dit de gouvernance. Et c'est ça peut-être qui est le plus important. Donc, alors, il y a encore beaucoup de langage anglais, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est les fameux data points, donc près de 500 data points, donc qui sont 500 lignes de tableur Excel à remplir avec soit des indicateurs de performance, soit des indicateurs plutôt de résultats, soit de l'information plus qualitative, par exemple, qui précise une activité, un modèle d'affaires, une relation avec une partie prenante, etc. Et ces 500-là, c'est les fameux communs à toutes les entreprises. C'est pas encore les informations sectorielles. C'est le tronc commun de base, ça va être ça en matière de reporting. Et avec ce que je disais tout à l'heure, le fait de devoir justifier, de ne pas répondre à un point, va probablement prendre plus de temps pour l'entreprise que de se dire je vais peut-être le justifier là. Donc là par exemple c'est le détail de la fameuse norme ESRS, la fameuse S1, donc qui est le premier lot de la partie sociale. Et donc là elle est plutôt détaillée avec l'ensemble des sujets qui sont abordés. Donc si j'en prends peut-être juste quelques exemples, on a des choses par exemple sur les heures de travail, indicateurs d'équipe, travail, vie pro, vie perso, rémunération, écart de REM, couverture du système de gestion de la santé et de la sécurité, dialogue social, arrêt de travail, vie privée au travail. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a à peu près tous les sujets qui vont passer au crible de ce reporting. Et peut-être pour terminer, alors je ne sais pas si c'est la fin, je crois qu'il en reste encore un peu. En matière de communication externe, donc ça va être effectivement sur le site internet, au format digital, avec ce que je disais tout à l'heure, ce fameux tagging comme les rapports financiers, qui va permettre notamment de faire remonter toute l'information. Donc il va y avoir des templates bien précis à remplir, et là où la DPEF aujourd'hui, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, notamment du point de vue de la forme. Aujourd'hui, et ça a été validé pas plus tard que vendredi dernier, il y aura une vérification et elle sera portée par les commissaires aux comptes. Et aujourd'hui, nous, dans cette lignée-là, pour vous montrer à voir, par exemple, la CNCC qui est, on va dire,
l'ordre professionnel des commissaires aux comptes dit que d'ici 2030, 50% des métiers du CAC seront extra-financiers. Donc nous, ça implique 2-3 mutations pour faire évoluer et pour former les équipes sur le sujet. Mais ça veut dire que toutes ces informations-là vont être vérifiées par des CAC. Et c'est là où moi, je suis pas ni expert comptable ni CAC de métier, mais avec notamment ces fameuses assurances, notamment pour qualifier le niveau de fiabilité de la vérification, où on va démarrer très probablement par une assurance raisonnable, au sens où même pour nous, en tant que CAC, ça va être hyper complexe de rentrer dans le sujet des boîtes, notamment en termes de process de collecte de données, de fiabilité de la donnée, de consolidation de la donnée. Donc on ne pourra pas se prononcer sur finalement cette fameuse assurance modérée qui donne confiance ensuite aux tiers. Mais par contre, à partir de 2028, on passera plutôt sur une assurance modérée sur ce sujet-là. Excusez-moi, du coup, sur la slide d'avant, vous étiez sur les 5, les 14, mais l'indicateur, s'il n'est pas imposé à tous, c'est pas le même pour tous. Le boulot, il va être très compliqué. Vous avez aussi, à chaque fois, il va y avoir des indicateurs très précis. Ah ouais, en fait. Comment est-ce qu'on mesure réellement? Parce que c'est la problématique, pour comparer, il faut des éléments comparables. Donc ça veut dire que et donc, jusque-là. Effectivement, c'est là la batterie d'indicateurs vont être des indicateurs avec les mêmes méthodologies de calcul, etc. Voilà, la méthode va être la même. Ouais, exactement. Ce qu'on a juste du mal à voir, c'est comment on va réussir à comparer à périmètre équivalent. Voilà, encore. S1, 13 indicateurs d'équilibre, travail. Ouais, non mais en fait, chaque ligne et encore elle-même donne lieu à des sous-chapitres. Ça, on a déjà les. Ouais, aujourd'hui, ouais. Alors, ce qui est un peu chiant aujourd'hui, c'est que c'est encore beaucoup en anglais. Ouais. Donc, vous avez le lien à nous communiquer. Donc, ouais, c'est sur le site de l'EFRAG directement. D'accord. Okay. C'est sur le site de l'EFRAG directement. Nous, on a aujourd'hui des gens plutôt à temps plein qui sont en train de. Je pense qu'ils ont ça sur leur table de nuit. Qui travaillent plutôt sur le décryptage justement pour dire en fait vous demain en fonction de votre secteur, de votre taille, voilà un peu le format. On avance, je donne un peu à voir sur la manière aussi pour les entreprises, une fois qu'on a ces informations là, comment on avance, etc. La première grosse étape, c'est déjà de regarder ce qu'il y a dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites déjà en matière de reporting? Quelles sont déjà les informations dont vous disposez, les indicateurs que vous suivez, pour regarder déjà faire une première analyse d'écart en disant qu'est-ce qui vous manque en fonction de votre secteur d'activité, etc. Mais tout ça est détaillé. Alors, et je prêche pas forcément pour ma paroisse, mais honnêtement, je vois pas comment une entreprise va s'en sortir sans être accompagnée sur le sujet. Non, mais vraiment. Dans nos organisations, on va pouvoir faire ça. Ah, mais clairement, non, mais clairement, c'est le sujet. Nous, aujourd'hui, on préconise notamment, aujourd'hui, la logique, c'est plutôt des grosses boîtes dont le pilotage est fait plutôt par les directions RSE, développement durable. Nous, la première reco qu'on a à faire, c'est déjà de ramener quelqu'un plutôt à la DAF, parce que le sujet rentre plutôt dans le périmètre de la DAF, et qui sont, entre guillemets, un peu plus habitués à ces exercices de reporting. Mais en fait, c'est soit il faut former les personnes qui sont en RSE à ce type d'exercice, soit il faut former les gens à la DAF sur les sujets dont on bosse. Il y a bien 500 indicateurs. Ouais. En fait, on essaie plutôt de simplifier nos indicateurs. Là, sur ces sujets-là, c'est là-dessus qu'ils partent. Et a priori, ça c'est acté, et ils ne reviendront pas là-dessus. 500. Mais Comment des PME vont pouvoir faire 500 indicateurs on va avoir une personne à temps plein qui va ne faire que ça, des indicateurs. Ah mais au même titre que sur la partie financière, on a des gens à temps plein qui bossent sur les indicateurs et sur... Non mais si je prends par exemple les boîtes de plus de 250. Ouais, mais en fait 250 ça va vite. Aujourd'hui une ETI c'est 250 et on est encore sur des fonctionnements quand même qui sont sur des PME, on n'est pas sur des gros groupes. On va finir par se retrouver à avoir plus de services support que de gens dans nos usines, quoi. Ah non, j'en conviens. En fait, je partage totalement votre avis. Je ne sais pas non plus tout à fait comment les entreprises vont vraiment se saisir de ce sujet-là. Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent aider un peu, notamment sur des outils, sur de l'automatisation de collecte de données, etc. Mais souvent, on sait déjà que sur la partie financière, les outils sont pas déjà à la pointe de la pointe. Donc Nous, on a répondu, on a fait Etifinance. Ouais. Déjà, Etifinance, automatique, c'est compliqué parce qu'il y a des choses, il y a certains indicateurs, c'est des politiques. Donc, automatiser une politique, automatiser des choix. D'où ma question tout à l'heure. Ah non, mais là, on ne parle que sur l'automatisation, c'est que sur le quanti. Hein. Il y a plein de choses qu'on
automatique. Mais ça. Mais c'est ça qu'il faut. Mais par exemple, l'index d'égalité professionnelle, typiquement, ça c'est un truc, demain, il faut qu'il soit automatisé, quoi. Non, mais c'est obligatoire dans la publication, mais je vois encore des boîtes qui le calculent un peu à la main. J'exagère un peu, mais pas loin, quoi. Pas forcément dans la méthode de calcul, mais plutôt pour aller chercher les données. Et donc ça, c'est le genre de choses où demain, il faut qu'elles soient complètement rodées sur, on va dire, les trucs simples pour garder peut-être la valeur ajoutée du jus de cerveau des gens qui bosseront là-dessus, pour aller sur les trucs qui sont un petit peu plus complexes en termes de scénario, de stratégie, de trajectoire, d'objectifs, etc. Et du coup, les PME de moins de 250 et qui ne dépassent pas les seuils ne sont pas soumis à ce reporting. Ça dépend des. Alors, si elles sont cotées, c'est entre 10 et 250, mais on va dire si elles sont cotées, elles sont déjà habituées aux exercices de reporting. Non, le sujet, c'est plutôt, moi, je vois mal comment, je sais pas, par exemple, je connais une entreprise qui fait 50 personnes, qui est sous-traitant pour Renault. Je vois mal comment Renault va pouvoir se passer de lui demander ces informations à ce sous-traitant-là. Et en plus, ils ne sont pas tellement accompagnés par leurs grands donneurs d'ordre. C'est pas du tout un jugement vis-à-vis de ces donneurs d'ordre-là. C'est plutôt la situation un peu dépourvue dans laquelle sont ces sous-traitants qui, elles, ont même jamais fait un bilan carbone. Alors qu'en fait, c'est un peu la base quand on voit tous les sujets qui sont demandés, quoi. Donc, il y a des choses où très probablement, et ce qui va se passer, on va dire, dans la vraie vie, c'est que c'est pareil, dans le bâtiment, la RT 2012, elle est sortie en 2012, elle a vraiment été mise en place en 2015, quoi. À mon avis, ça va finir comme un truc comme ça, parce que je vois pas comment les boîtes peuvent être en ordre de marche d'équerre, 1er janvier 2026, publication sous toutes les données 2025. Mais ce qui veut dire, c'est que nous, chez PME, on n'est pas obligés, mais en fait, par toutes nos réponses à appel d'offres, on est contrainte pour y répondre. Ouais. Et je vous invite peut-être déjà même maintenant à questionner vos donneurs d'ordre en disant dis-nous demain ce dont vous allez avoir besoin comme données, etc. Parce que c'est eux qui vont s'occuper de faire le consolidé, en fait, de la chaîne de valeur. Donc demandez-leur, demandez aussi à vos banques, parce que les banques, elles vont vous demander aussi des éléments. Alors, j'ai essayé d'en parler à des banques il n'y a pas longtemps, et notamment à des directeurs marchés, etc. Donc des gens plutôt capés dans la banque, qui, je pense, ont un peu de hauteur de vue sur ces sujets-là. C'est chaud parce que y a aucune information en fait. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des trucs. Je vois par exemple à la BNP, c'est piloté de Paris. Il y a des cellules qui font des analyses, des portefeuilles, etc., etc. L'information, elle n'est pas encore redescendue. Mais peut-être profiter d'avoir de l'information suffisamment tôt aujourd'hui pour pouvoir déjà commencer aussi à questionner sur les indicateurs qui vont être demandés, etc., par des donneurs d'ordre. Je crois qu'il fallait arrêter de filmer avant les questions, parce que là on est un peu parti en... Ok. Et dans votre connaissance là, des PME, quels sont sur les, je sais plus combien, là, les 13 ESRS, ceux qui aujourd'hui vous apparaissent les plus critiques que vous rencontrez, le moins aboutis en général, que ce soit ceux qu'on télécharge en premier pour se dire tiens, là-dessus il y a plus de boulot à faire que... En fait, on peut peut-être revenir sur la page avec les... en fait, j'ai envie de dire toutes, parce que... Non, mais parce que, en fait... Je viens d'en télécharger un, il y a 50 pages. Plutôt que de dire quelle est la plus compliquée, je vais déjà vous... Non, juste sur celle d'avant, si on va sur environnement... Oui, voilà, par exemple, partir déjà... En fait, juste, peut-être, pour dire que la plus simple, c'est celle de l'atténuation du changement climatique. On a bien vu que la transition écologique, elle n'a toujours pas démarré, quoi. Et donc ça, c'est le sujet censé être le plus facile pour les boîtes, parce que on a des outils plus fiables en termes de méthodos, notamment pour faire du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, du bilan carbone, etc., etc. On est rodé aux notions de périmètre, tant organisationnel que temporel, etc., etc. Ça, c'est des sujets, on va dire, c'est le plus simple. Moi, je pense que le plus complexe, c'est celui sur la biodiversité, parce que on est sur des effets très locaux sur la biodiversité, et que tu achètes, je sais pas. Un ordinateur pour lequel a été extrait de l'or, les conditions sur la biodiversité ne seront pas les mêmes. Alors je ne sais plus quels sont les plus de 3 grands pays extracteurs d'or, mais ne seront pas les mêmes sur la biodiversité locale si c'est en Chine ou au Mexique, quoi. Donc c'est là où capter la nature des impacts sur un sujet comme la biodiversité, c'est hyper complexe, parce que aujourd'hui
les scientifiques, ils en savent beaucoup sur la biodiversité, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils connaissent même pas 1%. Notamment, par exemple, quelles sont les interactions entre les espèces animales, plutôt que l'espèce en tant que telle, mais plutôt les vertus des interactions entre les espèces. Comment tu vas aller calculer ça? Donc aujourd'hui, c'est le sujet où on est un peu en attente. Peut-être démarrer par vous mettre dans le sujet du carbone. Atténuation, adaptation, c'est les deux ESRS sur la partie environnementale qui sont les plus détaillés aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je pense que chronologiquement, dans les années de reporting, il va y avoir un niveau de tolérance zéro sur le sujet du climat, parce que c'est le sujet du moment, et il va y avoir des niveaux de tolérance un peu différents sur ces sujets-là. Je pense que c'est un peu comme ça que ça va se passer, mais à mon humble avis. Parce que si j'ai compris, c'est une nouvelle directive, on n'a pas d'obligation de faire, mais de dire ce qu'on va faire. Derrière, il y aura une vérification, c'est ça, d'un CAC qui sera, j'espère, formé quand même. Ouais, on va faire en sorte chez nous. Ouais, voilà. Non, mais ils sont en train de... Après, si c'est pas dans les coûts, vous voyez, moi j'essaie d'aller, la finalité en fait de cette directive. C'est les investisseurs qui vont sortir. C'est la partie plutôt investissement qui va sortir de ces secteurs-là. Parce que notamment, et c'est là où en fait j'ai pas fini mon support, j'ai pris des questions parce que je sentais bien qu'il y allait y avoir des questions. Mais si on va sur la taxonomie. Ah oui, ouais, juste avant peut-être. Juste avant. Voilà, les 13 secteurs d'activité éligibles à la taxonomie, c'est-à-dire c'est en gros les catégories de secteurs qui sont taxonomie en anglais, ça veut dire classification. Donc c'est la classification des activités sur lesquelles on va dire qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui n'est pas soutenable. Et donc ça, ces grands secteurs-là macro sont censés donner à voir aux investisseurs sur en gros dans quoi il faut qu'ils dirigent leurs investissements. Et donc la conséquence de ne pas publier, c'est pas tant les 15-20 000 balles d'amende qu'il peut y avoir pour défaut de publication, etc. Je sais pas combien ça sera, et ils en ont pas annoncé. C'est plutôt la sanction de se voir privé d'accès à des financements parce que je ne mets pas de l'information à disposition. C'est plutôt ça le risque. Les actionnaires, on a vu 50% des PME en France, où les actionnaires, c'est des propres patrons, ils vont pas arrêter d'investir dans leur boîte. Ouais, mais ils ont souvent quand même besoin de capacité d'endettement, etc., etc. Ils sont quand même. Ça, c'est les banques. Ah ouais, clairement. Quand on dit la partie investisseur, on a les institutionnels, mais on a les banques. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure avec la BNP, BPGO est en train de faire exactement la même chose aujourd'hui, quoi. Et BPGO, je crois que ils financent une PME sur deux sur le territoire Grand Ouest, quoi. Et on est censé se retrouver dans ces 13 catégories? Ouais, alors tout ça, pareil, c'est un peu détaillé. Activité extractive, carrière par exemple. Ouais. Ah, vous voyez, elles sont où juste? Le secteur d'activité éligible, là, technique. Parce que vous, c'est quoi votre métier? Entre autres, on a des carrières. Ok. Spécialisé scientifique et technique. Ouais, alors j'ai un peu le sentiment que c'est un peu fourre-tout aussi. Je pense que ouais, la partie carrière, elle peut rentrer dans la partie construction. Ouais. Mais c'est là où en fait, ce qui va être un peu complexe, c'est pas ça sera pas je suis dans une case. C'est j'ai X% de mon chiffre d'affaires qui est dans une case, X% de mon chiffre d'affaires qui est dans une autre case. Et donc en fait, on peut être dans les 13 secteurs à la fois. Hein. Là, ça impliquera peut-être plus qu'une personne au reporting. Mais... Et du coup, avec la mise en place de ces reporting, tout ce qui va être label, je pense que ça fait du temps comme du site, avec la publication puisque là, il devait y avoir un standard européen, d'accord? Ouais. Ouais, bah en fait, les labels sont apparus parce que effectivement, il n'y avait pas d'harmonisation de reporting et il n'y avait pas de certification possible, notamment parce que l'ISO 26000, qui fait un peu foi et loi dans le milieu de la RSE, n'est pas certifiante. Donc ça a donné lieu à un certain nombre de labels. Moi, je pense que les labels, ils vont continuer d'exister, notamment parce qu'ils vont être, mais ils vont s'adapter à ce standard-là. Parce qu'on aura par exemple tel label qui permettra de garantir que l'entreprise respecte bien ses seuils. Et donc ne serait-ce que par exemple pour des acheteurs, ça sera beaucoup plus facile pour avoir de l'information, pour des banquiers, etc. Juste à voir comment vont suivre les labels. Par exemple, côté le label que je connais plus, c'est le label Lucie. Côté label Lucie, aujourd'hui, alors on a plutôt
comment dire, l'image que les gens ont beaucoup de goodwill, c'est qu'on est souvent en avance de phase sur un certain nombre de choses. Mais par exemple, nous on considère qu'aujourd'hui, c'est pas encore avec ce reporting qu'on aura gagné la transition écologique. Et donc, par exemple, tous les outils qu'on travaille sur les limites planétaires, etc., on est en train d'adosser le label Lucie. Notamment, il y a un nouveau label qui vient de sortir, qui est le label Lucie Positive. Et ce label-là, c'est pour travailler et pour valoriser une boîte qui viserait un impact positif, par exemple, à horizon 2035. Aucune ne peut l'être aujourd'hui. On sait très bien qu'avec ce label, on aura peut-être 2 boîtes dans les 3 ans à venir. Parce qu'on en est encore loin de réussir ce pari de la transition écologique. Mais pour du coup labelliser une entreprise positive en 2035, ça veut dire qu'il faudra qu'elle rentre dans les limites planétaires. Et donc là, ça veut dire que nous, par exemple, notre label, on va le faire évoluer pour aller encore au-delà de la réglementation et pour pouvoir toujours donner un cran pour les entreprises qui, de manière plus volontaire, vont vouloir aller encore plus loin. Donc ça, c'est la partie Lucie. B Corp, je ne sais pas trop comment il se positionne. Même B Corp, par rapport à la société à mission, ils peuvent avoir aussi un peu de mal à trouver leur place, notamment en France. Après, B Corp, ils sont à l'international, donc je ne sais pas dire pour eux. Sur le secteur public. Ouais. Moi, je suis du secteur public. On parle du privé. Je sais pas dire. Avec le nombre de collectivités, quand même, c'est pas négligeable. Ouais. Et là, l'exemplarité aussi, par rapport à un territoire. En fait, Non, mais par rapport à... Alors, pour moi, au niveau de cette directive-là, pas du tout. Par contre, il y a d'autres choses. Quand on parle du contexte réglementaire, là, on a parlé de cette norme de reporting, mais par exemple, on parlait aussi de la loi AGEC, qui encadre tout ce qui va être économie circulaire, lutte contre le gaspillage, etc. On peut parler de la BDESE, qui est la base de données économiques, sociales, environnementales. On lui a rajouté un dernier E à la fin, où les entreprises de plus de 50 salariés doivent aussi donner de l'information sur leurs impacts environnementaux aux instances type CSE, etc. Ça, c'est pareil, c'est valable notamment pour toutes les boîtes qui ont touché des aides dans le Covid pour le 31 décembre de cette année-là. Donc, en fait, il y a un cocktail de réglementation qui est en train d'arriver, et notamment sur la partie publique. Moi, je pense au fameux PCAET, qui est déjà engagé, mais qui va se poursuivre aujourd'hui. Je pense à la loi Rennes, par exemple, sur le sujet du numérique responsable. On a plein d'appels d'offres en ce moment de collectivités qui cherchent à être justement accompagnées sur le sujet. Donc, on va dire que, à mon avis, vous n'allez pas vous ennuyer non plus. Non, mais c'est pas dans ce lot-là. Ouais. Il y a toujours ce décalage qui est... On est labellisé Lucie Mancini. On a travaillé avec Goodwill pour ce référentiel. Et il y a des décalages en fait entre le déploiement dans le privé et dans le public. Alors que finalement, l'un entraîne l'autre. Non, mais je suis d'accord. Et puis, l'un n'existe pas sans l'autre, clairement. Non, je suis d'accord avec ça. Juste aujourd'hui, et pour être tout à fait honnête, j'ai pas d'avis, ou en tout cas, j'ai pas d'informations qui permettent de savoir comment ça va pouvoir peut-être un peu s'abriquer un jour, quoi. Donc voilà, sur cette partie-là, peut-être pour... je crois que j'avais 2... Peut-être juste, effectivement, en conclusion, peut-être comment on s'y prend maintenant pour y aller. Déjà, est-ce que je suis éligible ou pas à cette fameuse CSRD, qui permet déjà de se dire est-ce que j'y vais de manière volontaire ou de manière contrainte, c'est pas la même approche. Ensuite, regardez déjà peut-être quels sont tous les jeux d'indicateurs qui peuvent être déjà existants, et d'aller regarder quels sont les écarts avec les attendus de la CSRD. Donc là, c'est plutôt décryptage des fameux, mais je vois que ça a commencé à être téléchargé sur le site de l'EFRAG, mais décryptage des attendus pour vous en fonction de votre secteur d'activité, notamment des 13 secteurs de la taxonomie. Ensuite, plutôt de travailler sur cette fameuse matrice de double matérialité pour déjà essayer de cartographier un peu les enjeux en fonction des secteurs, etc., etc. Et puis après, il va y avoir, une fois qu'on a, on va dire plutôt l'état des lieux et notamment sur les enjeux, c'est de travailler plutôt sur les éléments de stratégie, de projection de l'entreprise, et notamment, et le premier sujet, de manière assez classique, ce que je disais tout à l'heure, sur lequel vont être vraiment attendues les entreprises, c'est sur la partie climat. Et donc, en gros, bosser sur sa trajectoire de réduction pour être aligné sur les accords de Paris et sur une trajectoire 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Je pense que c'est un des trucs, si jamais vous ne l'avez pas encore poussé, ou en tout cas peut-être de manière exhaustive,
ça peut être aussi un bon sujet parce qu'aujourd'hui, il est particulièrement outillé et il y a des méthodologies. Et après, ça, c'est plutôt de la veille, c'est de suivre aussi la manière dont ça va être transposé dans le droit français, juin 2023, etc. Et peut-être, je vous invite aussi à questionner vos parties prenantes, que ce soit des banquiers, des clients, des donneurs d'ordre, etc., sur en gros à quelle sauce ils vont vous manger, entre guillemets, sur cette partie-là, pour aussi commencer à travailler là-dessus. Même si probablement, si vous leur sortez tout ce que je vous ai dit aujourd'hui avec ce support-là, vous allez être très très en avance parce qu'on se rend compte que le niveau d'information encore aujourd'hui, il est pas encore bon, lié au fait que tout ça vient de se mettre en place et a été travaillé notamment beaucoup sur 2022. Et je crois que j'ai mis un peu d'échéancier sur aussi comment on peut structurer le sujet. Nous, les entreprises qu'on accompagne sur le sujet, on va les accompagner plutôt sur des accompagnements pendant 3 ans, avec qu'est-ce qu'on fait en 2023, qu'est-ce qu'on fait en 2024, qu'est-ce qu'on fait en 2025. Donc, j'ai essayé de cartographier un peu les différentes étapes qui peuvent vous donner aussi à voir sur la manière de s'y prendre. Et je crois que c'est la dernière du support. Il reste 9 minutes s'il y a d'autres questions. Non, avec plaisir. Merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être qu'ils viendront et probablement par la suite. Mais je vais t'envoyer le support, comme ça tu pourras le diffuser aussi. Je demande pas forcément les réactions à chaud parce que c'est le même effet à chaque fois. Encore des choses où on a vraiment du mal à voir ce qui va vraiment se passer dans la vraie vie. Enfin, je suis curieux de voir ce que c'est un rapport de durabilité dans 5 ans, en termes de comment ça se passe en termes de process de collecte de données, de consolidation pour des boîtes qui ont 68 filiales. Comment ça se passe, etc., etc. Nous, on est en train de commencer à se rapprocher d'outils, notamment on commence à discuter avec notamment Cashuttle et Act 21, qui sont plutôt des logiciels de reporting, pour travailler avec eux sur aussi comment eux ils font évoluer leurs outils de reporting en fonction de ces sujets-là, etc., pour qu'on puisse aussi se doter d'une solution qu'on va pouvoir mettre aussi à disposition de nos clients, parce que clairement ça sans outils ça marche pas. Nous apprenons de bons jours devant nous. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Moi, j'ai un master en finance bancaire et mes profs en finance, ils comprenaient pas trop ce que je faisais. Enfin, je lisais plutôt les rapports du GIEC que d'apprendre à faire du cash dans le moins de temps possible et dans n'importe quoi. Et ils me disaient non, c'est bien Enzo, t'es altruiste, etc. Mais ils voyaient pas le truc. Alors qu'aujourd'hui, je peux retourner leur présenter un peu comment la finance va bouger, quoi. Il y a deux, trois enjeux, mais a priori, il y a des débouchés pour des jeunes, en tout cas, qui veulent rentrer sur ces programmes-là. Il y a aussi de plus en plus de formations qui se développent. Il y avait une comparaison que je trouvais intéressante, c'est que dans les années 2000, on parlait de la digitalisation, on n'est pas écrit problématique, parce qu'aujourd'hui, on peut discuter ce sujet-là, on peut faire un parallèle avec la transition écologique. Effectivement, on prend trop de retard. Je pense que les entreprises, pour les raisons que vous avez précisées, à la fois en termes d'investissement, mais pas que, aussi par rapport à nos donneurs d'ordre, nos clients, etc., on sera pénalisé. Je crois que je crois que ça va être la révolution digitale x10. Ouais. C'est ça l'ordre de grandeur qui est donné pour vous montrer un peu à voir, c'est vraiment x10. Et nous, chez Goodwill, on aborde beaucoup le sujet de la RSE, du développement durable, vraiment comme le sujet de pérennité des boîtes à moyen terme. C'est même pas à long terme, c'est à moyen terme. Dans 5 ans, ça donne quoi ta boîte dans ce contexte-là, quoi? Et travailler vraiment avec des dirigeants pour travailler sur le modèle économique, etc. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec un torréfacteur qui, lui, sa question, c'est de dire dans 5 ans, je pense que je fais plus de café, quoi. Et c'est ça le sujet, en fait. Et aujourd'hui, il y a encore... Alors, ça demande c'est un long chemin de maturité, etc. Et notamment, je pense, pour un dirigeant qui, par exemple, est dans une activité depuis 20 ans, de se dire, faut que je fasse une croix sur ce truc-là et je fais quoi demain? Ça se capte pas du jour au lendemain, quoi. Mais c'est ça, les sujets aujourd'hui de... si je veux une boîte viable dans ce contexte-là demain, il faut qu'elle réponde à un besoin essentiel. Il faut qu'elle soit économiquement viable, sinon on n'ira pas plus loin. Et il faut qu'elle rentre dans les limites planétaires. Voilà le cahier des charges.
j'ai envie de dire, de tout entrepreneur ou de toute personne qui veut monter un projet demain, il faut qu'il passe la rampe de ces critères-là. Et ensuite, il aura probablement des opportunités dans un monde bas carbone, dans un monde en changement climatique, dans un monde probablement un tout petit peu différent de celui d'aujourd'hui. Alors pareil, c'est en toute humilité, parce que je pense bien malin celui qui sait vraiment où on en sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais en tout cas, je pense qu'on va pas s'ennuyer.